Bon après-midi à tous. On va peut-être commencer cette cérémonie de soutenance de thèse de la part de Gustave Fradin qui va nous présenter son travail sur les stratégies de repos en milieu anthropisé en prenant comme cas d'étude le sanglier. Mais avant ça, je voudrais me présenter rapidement. On m'a demandé de présider ce jury. Je m'appelle Ferran Jory, je suis vétérinaire, je suis directeur de recherche à l'UMR Astre, au CIRAD, et je travaille essentiellement sur la faune sauvage et les risques sanitaires liés aux animaux sauvages. Et j'ai beaucoup travaillé sur la peste porcine africaine, et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur les sudés sauvages, ce qui explique un peu ma présence dans ce comité. Et je vais maintenant passer la parole aux différents membres du jury pour qu'ils se présentent également, en commençant peut-être par Francesca Cagnacci. Bonjour. Bonjour. Can you hear me well? Yes. Yes, very well. Okay. Bonjour à tous, je suis Francesca Cagnacci, je suis movement ecologist à la Fondazione Mummach in Trento et la coordinatrice de Euromammals, que c'est une initiative européenne pour l'étude de beaucoup d'espèces, les sangliers. Très bien, merci beaucoup. On va passer la parole à Dr Anne Loison. Bonjour, donc, je suis Anne Loison, je travaille au laboratoire d'écologie alpine à l'université Savoie-Mont-Blanc et je travaille essentiellement sur les grands herbivores de montagne et les socio-écosystèmes de montagne. Oui, bonjour, moi je suis Paul-Antoine Libourel, je suis ingénieur de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, en transition au CEF, on va dire, et je m'intéresse au sommeil, à l'évolution, à l'écologie du sommeil chez des modèles vertébrés. Merci beaucoup. Kevin, tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Kevin Morel, postdoc à la Max Planck Institute sur le comportement animal ici en Allemagne. Et je travaille sur les thématiques du sanglier, de la peste porcine. Et aussi, je suis curateur des données pour la base de données Eurobor, qui est dans le groupe de Euromammals avec Francesca et tous les autres. Merci beaucoup, Kevin. Et je vais passer la parole à Simon, que je pense que vous connaissez bien, mais quand même. Je ne sais pas. Bonjour à tous et à toutes. Simon Chamaillejam, je suis chercheur ici au CEF et ici, j'ai officié comme directeur de thèse. Merci beaucoup. Donc, Gustave, on va peut-être te passer la parole. Tu as 45 minutes pour nous présenter tes travaux de recherche. Et après, on passera aux questions de la part des différents membres du jury. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'être présentes pour m'écouter aujourd'hui. Merci en particulier aux membres du jury qui ont accepté de lire mon manuscrit et d'évaluer mon travail. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? Je préfère parler sans micro si possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai menée ici au CEF depuis 3 ans sous la direction de Simon Chamaillejam et qui a traité des stratégies de repos en milieu anthropisé. Et j'ai pris comme cas d'étude le sanglier. L'inactivité, les comportements inactifs sont absolument omniprésents dans le monde animal, puisque toutes les espèces animales passent par des états inactifs à un moment ou à un autre chaque jour. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est le sommeil. Le sommeil qui est un comportement qui a été observé chez la totalité des espèces de vertébrés chez lesquels on l'a cherché, mais aussi chez des insectes, chez des nématodes, chez des cnidaires, ce qui en fait finalement un des comportements les plus largement partagés à travers la phylogénie. Les états inactifs sont donc omniprésents à la phylogénie, mais pas seulement, ils sont aussi prédominants dans les budgets temps. Ici, j'ai représenté une liste qui est issue d'une revue de littérature effectuée par Campbell et Tobler en 1984 et qui présente les temps quotidiens passés soit au sommeil, soit dans d'autres états inactifs
chez une grande variété d'espèces, incluant beaucoup de mammifères et d'oiseaux, mais aussi d'autres espèces de vertébrés et d'insectes. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une très grande proportion du temps quotidien qui est attribué au repos chaque jour. Et donc ça, c'est souvent, c'est souvent plus de la moitié des 24 heures quotidiennes. Et ça concerne le sommeil, mais pas seulement, ça concerne toute une variété d'états inactifs. Et pourtant, ces comportements inactifs sont de manière générale très peu étudiés en écologie. Ça, c'est lié au fait que les écologues, de manière générale, se sont beaucoup plus passionnés pour des sujets liés aux comportements actifs, qui sont beaucoup plus directement liés à la prise alimentaire ou au succès reproducteur. Donc, par exemple, les comportements de fourragement, de reproduction ou de déplacement, qui sont chacun un pan entier de l'écologie, à la différence des états inactifs, comme le sommeil ou à plus forte raison l'éveil calme, qui, en écologie, sont beaucoup moins étudiés. Et pourtant, le temps quotidien alloué au repos est tel que non seulement il recèle d'une grande diversité de comportements qui est inexplorée et qui est passionnante, mais en plus, les conditions dans lesquelles ces états inactifs vont se dérouler vont avoir un certain nombre de conséquences importantes pour définir les conditions, notamment physiologiques, par exemple, des individus. Et dans un monde en rapide changement, toujours plus soumis à l'anthropisation, on peut imaginer que les activités humaines vont influencer fortement la façon dont les animaux se reposent et que ça peut avoir un certain nombre de conséquences importantes. Pour étudier les comportements inactifs, on peut se représenter la vie d'un animal comme une succession de phases comportementales. Et chacune de ces phases est caractérisée par un certain nombre de paramètres, comme l'état comportemental qui est exprimé, donc ça peut être du sommeil ou d'autres formes d'inactivité, la durée de cette phase inactive, l'heure à laquelle elle est initiée et le contexte dans lequel elle se produit, donc le contexte spatial et social dans lequel cette phase inactive va se produire. L'ensemble de ces paramètres qui sont modulables représente ce que j'appelle la stratégie de repos, qui peut donc être modifiée par l'animal en fonction d'un certain nombre de contraintes qui s'imposent aux animaux, et donc ces contraintes qui peuvent être écologiques ou physiologiques. Et la façon dont les animaux se reposent, leur stratégie de repos va influencer, va avoir un certain nombre de conséquences, non seulement sur les conditions dans lesquelles la phase de repos va se dérouler, mais également sur les phases actives suivantes. Dans un monde en rapide changement, les pressions d'origine anthropique vont s'ajouter aux contraintes qui s'appliquent aux animaux et qui modulent les stratégies de repos, et avec un certain nombre de conséquences. Au cours de ma thèse, je me suis intéressé à ce schéma conceptuel dans un premier axe, constitué d'un chapitre qui correspondait à une revue de littérature dans laquelle j'ai cherché à comprendre donc comment les stratégies sont contraintes par un certain nombre de paramètres dont font partie les activités humaines, et j'ai essayé également de comprendre quelles étaient les conséquences de ces stratégies de repos, sachant que, en particulier en ce qui concerne les aspects anthropiques, ce sont des aspects qui sont très peu connus encore aujourd'hui. Et dans un deuxième axe de ma thèse, je me suis penché sur l'exemple concret du sanglier, à travers lequel je me suis interrogé sur donc les façons dont les animaux ajustent leur comportement de repos en réponse aux activités humaines et les conséquences que cela peut avoir. Cet axe était divisé en deux chapitres. Dans le chapitre 2, je me suis intéressé plus spécifiquement aux conséquences de ces ajustements comportementaux sur les conditions dans lesquelles les phases de repos se déroulent. Et dans le chapitre 3, je me suis intéressé aux conséquences de ces ajustements comportementaux sur les conditions qui s'imposent aux animaux pendant les phases actives. Alors maintenant, je vais vous présenter le premier axe de ma thèse qui consistait en une revue de littérature dans laquelle j'ai travaillé sur l'écologie du comportement de repos chez les vertébrés terrestres. Et cet axe possédait plusieurs objectifs. Donc le premier, c'était de proposer une définition du repos qui permette son étude en écologie. Ensuite, il s'agissait de comprendre pourquoi et comment les animaux se reposent, donc comment leurs stratégies de repos sont influencées par un certain nombre de contraintes et avec quelles conséquences. Et enfin, j'ai cherché à
explorer les mécanismes par lesquels l'activité humaine pouvait influencer les stratégies de repos animal. Alors tout d'abord, le repos dans la littérature scientifique, c'est quelque chose qui existe pour définir des choses assez variées. Et donc il s'agissait tout d'abord de définir ce que nous, on allait considérer comme le repos dans cette revue de littérature. Pour faire ça, je me suis placé le long d'un axe, le long d'un continuum entre les états les plus actifs et les états les moins actifs. Et donc, en plaçant des états comportementaux le long de cet axe, j'ai pu définir ceux qui allaient m'intéresser. Et donc, je me suis attardé sur les états caractérisés par l'inactivité, mais s'inscrivant avec une cyclicité qui s'inscrivent dans le cycle journalier de 24 heures. Et donc, ça concernait 3 états comportementaux principaux, l'éveil calme, le sommeil et la torpeur journalière. Ce sont des états qui sont assez hétérogènes, avec l'éveil calme qui est un état qui présente une forte réversibilité vers des états actifs et une capacité pour les animaux de répondre facilement aux stimuli extérieurs. Oui, le sommeil, lui, c'est un état qui est plus hétérogène, avec des sommeils plus ou moins profonds, qui possèdent une complexité dans laquelle sur laquelle je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Mais ce qui est important de noter, c'est que le sommeil, c'est un phénomène qui est régulé de façon homéostatique, ce qui veut dire qu'au cours de la veille, l'animal va ressentir un besoin de sommeil qui va augmenter et qui va diminuer au cours du sommeil, de telle sorte que les phases de sommeil et les phases d'activité vont s'alterner d'une manière stable au cours de la vie de l'individu. Et enfin, pardon, je reste sur cette slide, les torpeurs journalières, ce sont des états qui sont exprimés par un certain nombre de petits mammifères et de petits oiseaux et qui correspondent à des fortes réductions du métabolisme et de la température corporelle et qui permettent donc des économies d'énergie importantes au prix d'une réactivité réduite et d'une réversibilité très faible. Ces comportements, ils sont assez différents les uns des autres, mais ils se prêtent tous bien à un suivi par télémétrie. Mais par contre, c'est assez difficile de les distinguer entre eux, et en particulier, c'est compliqué de distinguer l'éveil calme du sommeil sans avoir recours à des méthodes liées à l'électroencéphalographie qui sont difficiles à mettre en place en milieu naturel. En revanche, en tant qu'un ensemble, sous la dénomination de repos, ces états sont faciles à identifier au moyen de la télémétrie grâce à l'accélérométrie ou à l'actimétrie. Et donc, ça a une certaine... et par ailleurs, ça a une certaine pertinence de les considérer ensemble, parce que ce sont des états comportementaux qui sont souvent exprimés de manière contiguë et qui vont être soumis à un certain nombre de contraintes en commun et avec un certain nombre de conséquences en commun. En particulier, par exemple, je pense à tout ce qui concerne les aspects spatiaux du comportement, qui sont identiques pour tous ces états comportementaux. Donc nous, on a considéré que le repos correspondait à la concaténation de ces 3 états comportementaux. Ensuite, on a cherché à savoir pourquoi et comment les animaux se reposaient. Le temps journalier qui est alloué au repos par un animal, il va comporter une proportion qui va correspondre à du sommeil imposé. Donc ça, c'est lié à la régulation homéostatique du sommeil. L'animal va sentir un besoin de dormir et donc allouer une certaine proportion de son temps journalier à ce comportement-là. Et ce temps de sommeil imposé s'inscrit dans un temps un peu plus large qui correspond à du repos imposé, donc de manière plus générale. Et donc là, en l'occurrence, il y a d'autres déterminants qui vont rentrer en jeu, comme des conditions climatiques défavorables, un fort risque de prédation, ou encore le fait que dans certaines conditions, l'activité soit plus coûteuse que bénéfique. Et à ce moment-là, les animaux vont utiliser le repos comme moyen d'économie d'énergie. Et donc, ces 4 déterminants sont les 4 déterminants principaux qui vont imposer le repos aux animaux. Par ailleurs, il reste une certaine proportion du temps journalier qui est alloué au repos, qui n'est imposé par aucun de ces 4 déterminants et qui en fait correspond simplement au fait que dans certaines conditions, les animaux vont avoir déjà exprimé tous les comportements nécessaires au maintien de leur organisme et donc, par souci d'économie d'énergie, vont rester au repos. Donc ça correspond au temps de repos imposé et qui correspond à un budget qui peut être alloué à d'autres comportements en cas de besoin. Donc,
Pour résumer, on a 4 déterminants principaux qui imposent le repos chez les animaux, et les animaux vont répondre à ces contraintes en ajustant un certain nombre de paramètres qui définissent leur stratégie de repos. Ensuite, je me suis intéressé à la façon dont les activités humaines, aux mécanismes par lesquels les activités humaines affectent les stratégies de repos animal. Et donc ça peut être, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont très peu décrits dans la littérature. J'ai pu m'appuyer sur quelques exemples pour certains de ces mécanismes, et puis pour d'autres, il a fallu simplement que j'imagine quel mécanisme pouvait être important et avoir des conséquences importantes. Et donc, pour en faire un peu la liste, il y a un certain nombre de caractéristiques de l'anthropisation qui peut affecter le repos. Par exemple, les risques liés à la chasse, les prélèvements liés à la chasse ou les perturbations directes liées à la présence d'êtres humains dans les milieux naturels peut affecter la façon dont les animaux sélectionnent leur site de repos, ou encore la façon dont ils se reposent, parce que ce sont des... parce que si le risque de prédation perçu est plus important, les animaux vont augmenter leur état de vigilance et donc pas forcément utiliser les mêmes types de repos. Il y a les pollutions lumineuses et sonores qui peuvent influencer aussi la qualité des sites de repos et de la même façon perturber le sommeil et donc affecter la façon dont les animaux se reposent. L'altération des communautés qui a lieu dans les milieux anthropisés, liée par exemple à la disparition des grands prédateurs dans de nombreux environnements, peut mener à des modifications des patrons temporels d'activité qui vont avoir un certain nombre de conséquences, non seulement sur la phase active, mais aussi sur les conditions dans lesquelles les phases inactives se déroulent. Il peut y avoir les augmentations des températures liées au changement climatique, qui, pour certaines espèces qui doivent se mettre en quête de sites de repos suffisamment frais, vont devoir se déplacer plus loin chaque jour pour trouver ces sites de repos. Et donc, c'est un paramètre qui peut influencer non seulement les phases actives, mais aussi les façons dont les animaux se déplacent entre sites de repos. Et enfin, les modifications structurelles du paysage qui peuvent modifier aussi bien l'abondance, la disponibilité et la qualité des sites de repos qui sont disponibles pour les animaux. Et donc, on voit que la plupart des mécanismes de l'anthropisation peuvent affecter non seulement directement les déterminants du comportement de repos, mais aussi affecter les paramètres des stratégies de repos animal. Dans ma thèse, dans l'axe 2, je me suis principalement intéressé au contexte spatial du repos. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont liés à toutes les facettes de l'anthropisation que je vous ai présentées juste avant. Mais dans la littérature, il y a très peu d'exemples d'ajustement du comportement de repos en réponse à ces pressions d'origine anthropique. Ici, j'ai mis 2 exemples avec une étude qui montre que les loups sélectionnent des sites de repos mieux cachés quand ils les sélectionnent proches des infrastructures humaines. Un autre exemple avec des éléphants qui ont tendance à revisiter plus fréquemment les mêmes sites de repos lorsque ceux-ci se trouvent dans des environnements plus risqués. Mais de manière générale, il y a très peu d'études qui caractérisent ces ajustements comportementaux. Et par ailleurs, les conséquences de ces ajustements sont globalement rarement étudiées. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le 2e axe de ma thèse, en m'intéressant au comportement du sanglier. Dans le 2e chapitre de ma thèse, je me suis intéressé à la façon dont les ajustements comportementaux de la sélection des sites de repos des sangliers allaient affecter les conditions dans lesquelles le repos se déroulait, et en particulier si elles affectaient le risque d'être dérangé au cours du repos. Et dans le 3e chapitre, je me suis intéressé à la façon dont les ajustements de la sélection des sites de repos peuvent influencer les phases actives et donc les déplacements des sangliers. J'ai choisi le sanglier comme cas d'étude pour
plusieurs raisons. Déjà, c'est un animal qui est soumis à un grand nombre de pressions d'origine anthropique. Non seulement c'est une espèce qui vit dans une très, très grande diversité de milieux, et notamment au plus proche de l'homme dans les milieux les plus anthropisés, mais aussi c'est une espèce chassée. Donc c'est une espèce qui va, où qu'elle vive, subir un certain nombre de pressions liées aux activités humaines. Et par ailleurs, c'est une espèce dont le comportement est flexible et qui ajuste son comportement aux activités humaines. Notamment, on sait bien que le sanglier, mais tout comme de nombreuses espèces animales, passe à un mode de vie beaucoup plus nocturne lorsqu'il vit dans des milieux très anthropisés. Et donc, par ce comportement, le sanglier choisit d'exposer sa phase de repos aux perturbations humaines, ce qui rend d'autant plus intéressant l'étude de la sélection des sites de repos chez cette espèce. Dans le chapitre 2, je me suis donc intéressé à la façon dont les ajustements de la sélection de sites de repos par le sanglier pouvaient influencer le risque de perturbation subi au niveau du site de repos. Pour faire cela, je me suis intéressé à des sangliers du sud de la France, dans 2 sites d'études, le site du Pic Saint-Loup au nord de Montpellier et le site des Gorges du Gardon au nord de Nîmes, qui sont 2 sites de climat méditerranéen et dans lesquels, avec mes collègues, j'ai capturé un certain nombre de sangliers grâce à des cages pièges dans lesquels on a pu qu'on a armé et dans lesquels les sangliers pouvaient être capturés au cours de la nuit. Et donc, quand on capturait un sanglier, soit on l'anesthésiait, soit on l'immobilisait à l'aide d'une cage de contention. Et de cette façon, on a pu déployer un certain nombre de colliers GPS. Donc, j'en ai déployé 18 sur ces 2 sites au cours de ma thèse, qui s'ajoutaient à 18 colliers posés avant le début de ma thèse. Mais malheureusement, les sangliers sont souvent victimes de la chasse et parfois peu après la pose du collier, ou alors les colliers peuvent tomber. En tout cas, il y a de nombreuses raisons pour que les données ne soient pas utilisables. Et à la fin, on a eu 12 mâles et 5 femelles, suivis en moyenne 126 jours, qui ont pu être utilisés pour ces analyses. Pour chaque sanglier, on avait accès à un point GPS toutes les demi-heures, qui nous permettait de voir où l'animal était par rapport aux forêts, aux routes ou aux villages, comme vous le voyez sur cette image. Et on avait aussi accès à des données actimétriques, donc une mesure d'activité toutes les 5 minutes, à partir desquelles on a pu déterminer où les sangliers passaient leur temps inactif chaque jour. Donc ici, vous avez 2 sites de repos identifiés. Les sangliers, dans cette étude, avaient un patron d'activité strictement nocturne. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en regardant chaque ligne correspondant à une date, et midi étant au milieu, minuit aux extrémités, avec les points jaunes qui représentent le lever et le coucher du soleil, vous pouvez voir cette zone bleue au milieu qui correspond à la phase de repos diurne exprimée par le sanglier. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va pouvoir extraire une phase inactive par jour pour chaque sanglier. Pour faire ça, à partir des données actimétriques, on a appliqué un seuil qui nous a permis d'identifier les phases de repos qui étaient parsemées de petits événements d'activité au cours desquels le sanglier a pu changer de site de repos. On a donc considéré les points GPS le long de cette phase d'inactivité par lot séparé par ces phases, ces courts événements d'activité, afin d'identifier les moments où les sangliers étaient restés toujours au même endroit au cours d'une phase de repos et les moments où il y avait eu une relocalisation diurne. Par ailleurs, les sangliers ont tendance à revenir à des endroits où ils se sont déjà reposés. Donc ici, si vous regardez ce sanglier suivi pendant 2 jours, vous avez 2 sites de repos, mais si on le suit pendant 15 jours, il y a beaucoup moins que 15 sites de repos. En fait, il y en a 7. En identifiant les sites de repos avec la méthode précédente, on peut donc les clusteriser et donc identifier pour chaque site de repos un certain nombre de visites lorsqu'ils ont été utilisés plusieurs fois. Alors maintenant qu'on sait où les sangliers se reposent dans le paysage, on a cherché à savoir quels habitats étaient sélectionnés. Pour faire ça, on s'est placé, on a comparé pour chaque individu l'habitat qui était sélectionné à l'habitat qui était disponible.
On s'est placé au niveau du domaine vital de l'animal, c'est-à-dire l'espace qu'il utilise au cours de son activité, et on a simulé un certain nombre de points en les tirant aléatoirement dans le paysage, et on a comparé l'habitat des sites de repos observés et l'habitat des sites de repos simulés. On a pu calculer un ratio de sélection pour chaque habitat, et c'est une mesure qui, si elle est supérieure à 1, elle correspond à une sélection de l'habitat, si elle est inférieure, elle correspond à un évitement. Et on a testé l'effet d'un certain nombre de paramètres environnementaux sur la valeur de ce ratio de sélection. Donc on a considéré le fait d'être dans un patch forestier ou non, en interaction avec la distance au village le plus proche, et le fait d'être dans un patch forestier ou non, en interaction avec la distance à la route la plus proche. On a utilisé ces distances au village et aux routes comme des proxys du risque de perturbation, parce qu'on imagine que plus un animal va être proche des infrastructures humaines, plus il va être à risque d'être dérangé au cours de son repos par la présence d'un être humain. On a fait tourner ce modèle uniquement pour les 12 mâles, parce qu'on n'avait tout simplement pas assez de femelles pour faire tourner ce modèle. Et on a considéré la saison de chasse et la saison hors chasse séparément. Donc sur ce graphique, vous allez pouvoir voir le ratio de sélection en ordonnée et puis la distance à la route en abscisse. Et chacun des panneaux correspond à une distance au village. Donc ici proche des villages et ici loin des villages. Et on a fait ça en dehors de la saison de chasse et pendant la saison de chasse. En dehors de la saison de chasse, on peut voir que les sangliers sélectionnaient les habitats dans les patchs forestiers, puisqu'on est au-dessus de 1 partout. Et il n'y avait pas d'effet de la distance à la route, ni d'effet de la distance au village sur la probabilité d'un sanglier de sélectionner l'habitat. Pendant la saison de chasse, il y avait un effet un petit peu plus compliqué avec éventuellement une sélection des sites situés proches des routes et un évitement de ceux situés plus loin des routes. Alors ça, on a imaginé que ça pouvait venir du fait que les chasseurs avaient tendance à moins chasser proche des routes, parce que c'est dangereux tout simplement. Mais en revanche, on peut voir qu'il n'y a pas de différence entre ici et ici, il n'y a donc pas d'effet de la distance au village sur la probabilité de sélectionner un habitat. En dehors des patchs forestiers, globalement, on peut voir qu'il y avait un évitement des zones situées proches des routes. Et loin des routes, en fait, il y avait peu d'habitats disponibles. Et donc, les intervalles de confiance sont énormes et difficiles à interpréter. Mais en revanche, on peut voir qu'il n'y a pas de différence, encore une fois, entre ici et ici. Donc, pas de différence, pas d'effet de la distance au village. Et puis, pendant la saison de chasse, il y a toujours cet évitement des patchs forestiers, cette fois-ci probablement aussi bien proche et loin des routes. Mais en tout cas, il n'y a pas non plus d'effet de la distance au village. Donc, en conclusion, on peut dire que le fait d'avoir besoin de trouver des sites de repos adéquats pour se reposer n'empêche pas les sangliers d'exploiter les zones les plus proches des infrastructures et notamment les plus proches des villages. D'ailleurs, on a trouvé des sites de repos à toute distance des villages et même à la périphérie, voire dans les villages. Et donc, on s'est demandé si les sangliers utilisaient ces sites de repos les plus à risque aussi fréquemment que ceux situés plus loin des villages et des routes. Et donc, on a testé les effets des mêmes paramètres que tout à l'heure sur le nombre de visites à chaque site de repos. Alors ici, c'est inversé par rapport à tout à l'heure, vous avez les distances aux routes faibles ici, et puis le deuxième panneau, c'est loin des routes, et c'est la distance au village qui est en abscisse. Et ici, encore une fois, c'est différent, saison de chasse et hors saison de chasse, et on a observé que proche des villages, les sangliers avaient tendance à réutiliser plus fréquemment les mêmes sites de repos que loin des villages. Et donc, loin des routes, on avait toujours ces intervalles de confiance assez importants, mais le signal semble être le même. Et en dehors de la saison de chasse, pour le coup, il y a beaucoup moins de revisites des mêmes sites de repos, que ce soit loin ou proche des routes. Et encore une fois, les intervalles de confiance élevés du fait qu'on avait peu d'habitats disponibles loin des routes et hors des forêts. On peut conclure que les sangliers vont avoir tendance à réutiliser plus fréquemment les mêmes sites de repos lorsque ceux-ci sont situés proches des villages, hors de la saison de chasse. Et pendant la saison de chasse, de manière générale, ils réutilisent moins les sites de repos. Ça peut être lié au fait que, de manière générale, les sangliers se déplacent beaucoup plus pendant la saison de chasse et donc vont probablement avoir plus de difficultés à revenir aux mêmes endroits successivement.
Alors, on a vu ici un ajustement du comportement de repos au risque de perturbation. Si on considère que le risque de perturbation augmente quand on s'approche des villages, on voit que les sangliers vont avoir tendance à utiliser tout aussi bien les habitats plus proches et plus loin des villages, mais en revanche, ils vont avoir tendance à réutiliser plus fréquemment les mêmes sites lorsque ceux-ci sont situés proches des villages. Cet ajustement, on peut se demander si il est efficace pour réduire le risque d'être perturbé lors du repos. Et pour ça, on a regardé la fréquence à laquelle les sangliers étaient perturbés lorsqu'ils étaient au repos. Pour ça, on s'est intéressé à ces fameuses relocalisations, les fois où les sangliers ont changé de site de repos au cours de la journée. Ici, vous avez un exemple d'un sanglier qui s'est relocalisé presque 3 km plus loin au cours d'une phase inactive, et ici, 200 mètres plus loin. Et donc, on a testé les effets des mêmes paramètres que tout à l'heure, mais en incluant cette fois la saison de chasse dans le modèle, sur la probabilité de se relocaliser au cours du repos. Et ce qu'on a vu, c'est que d'une part, en fait, le pouvoir explicatif de ce modèle était très faible, ce qui veut dire que nos variables étaient assez mauvaises pour expliquer la variabilité de cette probabilité de relocalisation. Donc, mais par contre, ce qui était important de noter, c'est que les relocalisations étaient de manière générale très rares. Donc, elles avaient lieu 8% des phases de repos hors de la saison de chasse. Elles étaient légèrement plus probables pendant la saison de chasse, ce qui était attendu, mais toujours assez peu fréquentes. Et par ailleurs, on n'avait absolument pas d'effet des variables environnementales et notamment pas d'effet de la distance au village sur la probabilité de relocalisation. Donc, le fait de se reposer plus près d'un village ne rend pas plus probable le fait de se déplacer au cours de la journée. Donc, pour conclure, quand la distance au village augmente, quand on s'approche d'un village, le risque de perturbation augmente. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a faite. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ajustement de la façon dont les sangliers utilisent leur site de repos, donc en utilisant plus fréquemment les sites de repos les plus proches des villages. Et par ailleurs, la probabilité de relocalisation reste constante, ce qui indique que cet ajustement comportemental est probablement efficace pour réduire le risque de perturbation au cours du repos. Ça, c'est un résultat qu'on a valorisé dans un article publié dans Ecology and Evolution et qui est en accès libre si ça vous intéresse d'aller creuser un peu plus. Dans le troisième chapitre de ma thèse, je me suis intéressé aux façons dont les ajustements comportementaux, donc aux ajustements de la sélection des sites de repos des sangliers, peuvent influencer et contraindre la façon dont les sangliers utilisent le paysage de manière générale. Si on considère un certain nombre de sites de repos dans un paysage avec des patchs forestiers et des patchs non forestiers, on peut imaginer que si le déplacement des animaux dans le paysage est peu contraint, ces sites de repos vont être reliés par le déplacement de l'animal de manière plus ou moins non structurée. En revanche, si on augmente les contraintes au déplacement dans le paysage, et notamment, on sait que dans des paysages plus anthropisés, les contraintes au déplacement augmentent, on peut imaginer que ces déplacements entre sites de repos vont être plus structurés par la position de ces sites de repos. Ça, c'est une hypothèse qu'on a voulu tester. Et pour ça, on peut utiliser une méthode basée sur des réseaux de déplacement dans lesquels on va considérer chaque site de repos comme étant un nœud dans un réseau, chaque site d'activité comme étant un nœud également, et ces sites étant reliés entre eux par des liens qui vont dépendre des déplacements des individus entre sites de repos et sites d'activité. Et en fait, à partir des réseaux de déplacement, on peut calculer un certain nombre de métriques pour chacun de ces nœuds qui vont nous renseigner sur la centralité de ces nœuds dans l'ensemble du réseau de déplacement de l'animal. Et donc, on va pouvoir comparer la centralité des sites de repos comparée à la centralité des sites d'activité en fonction des conditions environnementales liées à l'anthropisation, par exemple. Pour faire ça, il nous fallait un jeu de données plus large que celui qu'on avait jusqu'ici, puisqu'on avait besoin d'un gradient d'anthropisation beaucoup plus important. On a utilisé des données récoltées dans le parc national des écrins qui correspondent à des captures auxquelles j'ai participé, et des données issues de sangliers capturés dans la Haute-Garonne et dans le Tarn par les fédérations départementales de chasse.
ainsi qu'un grand nombre de données issues du réseau de Eurobor, qui fait partie de Euromammals et qui est un réseau de partage de données GPS sur le sanglier à l'échelle de l'Europe. J'avais donc accès à 275 sangliers avec un sexe ratio assez équilibré, issus de 50 populations, et pour lesquels j'avais toujours au moins un point GPS toutes les 2 heures et un mois de suivi. Je n'avais pas accès aux données actimétriques comme dans le chapitre précédent, et donc je n'ai pas pu identifier les sites de repos de la même manière. Ici, j'ai dû utiliser les données GPS, et donc j'ai eu recours aux modèles de Markov cachés, qui sont des modèles qui sont basés sur la succession des pas de distance entre 2 points GPS successifs et des angles imprimés par rapport à une trajectoire rectiligne. Et donc, à partir de ces données-là, le modèle va être capable de faire la distinction entre des points GPS associés à de l'activité qui vont avoir des distances beaucoup plus longues et des angles beaucoup plus proches d'un trajet rectiligne, et les points qui correspondent à l'inactivité, au repos, qui correspondent à des distances plus courtes et à des angles beaucoup plus fermés, beaucoup plus ouverts en l'occurrence. Donc, grâce à ces données GPS uniquement, au moyen des HMM, des modèles de Markov cachés, pardon, j'ai pu avoir accès au patron d'activité des sangliers, dont je vous donne 2 exemples ici. J'ai pu, pour les individus pour lesquels j'avais de l'activité, des données d'activité, valider l'efficacité de ces modèles pour identifier les patrons d'activité. Donc j'avais l'activité pour à peu près 1/3 de mes individus, et ce patron d'activité-là étant très similaire à celui-ci, on peut considérer que le modèle est efficace pour identifier les zones où le sanglier s'est déplacé, a été au repos. Et donc, pour chaque sanglier, j'ai pu identifier quel point GPS correspondait à la phase de repos, donc identifier, encore une fois, un site de repos par jour et par sanglier. Ensuite, pour chaque sanglier, j'ai créé un réseau de mouvements à partir de la succession des points d'activité et des sites de repos. Et donc, pour créer ce réseau, j'ai utilisé une grille de 100 mètres de côté, dans laquelle chaque case correspond en fait à un nœud dans le réseau qui est connecté aux autres cases par les déplacements des sangliers, ce qui permet pour chaque case de calculer des métriques liées au réseau de déplacement. Pour chaque case, j'ai calculé la betweenness, qui est une métrique qui renseigne sur l'importance d'un nœud dans le réseau, dans la circulation générale dans l'ensemble du réseau. Donc ici, cette case-là, qui est celle qui est la plus importante pour la circulation dans l'ensemble du réseau, a une valeur de betweenness qui est la plus importante du réseau. Pour chaque réseau, donc chaque individu, chaque sanglier, j'ai ensuite séparé ces cases-là entre celles qui possédaient des sites de repos et celles qui n'en possédaient pas. Et j'ai calculé la moyenne de la betweenness à chaque fois, et j'ai calculé le ratio de betweenness entre les cases comportant des sites de repos et celles qui n'en comportaient pas. Et ça m'a donné une métrique que j'ai appelée la contribution des sites de repos à la connectivité, et donc qui renseigne sur l'importance des sites de repos dans la circulation des animaux dans l'ensemble de leur domaine vital. Cette contribution des sites de repos à la connectivité, on s'attend donc à ce que dans un réseau comme celui-ci, où pour passer d'un site de repos à un autre, il suffit de passer par ce site d'activité-là, on s'attend à ce que cette contribution des sites de repos à la connectivité soit plus faible que dans ce réseau-là, où pour passer d'un site de repos à un autre, on est obligé de faire le grand tour. Et donc, on a ensuite pour chaque sanglier, on a calculé un réseau par sanglier, et donc on a extrait une valeur de contribution des sites de repos à la connectivité par sanglier, et on a comparé cette valeur à des variables environnementales qu'on a récoltées grâce à des cartographies européennes de variables environnementales. On a utilisé le Human Footprint Index, qui est une valeur d'influence, d'empreinte anthropique dans le paysage, qui prend en compte la densité de population, les infrastructures, ainsi que les transformations du paysage liées à l'agriculture, par exemple.
Et le tree cover density, c'est la densité de couverts forestiers au niveau du domaine vital de l'animal. Pour chaque sanglier, on a donc considéré son domaine vital et on a extrait la valeur moyenne de Human Footprint Index et la valeur moyenne de couverts forestiers. Et on a testé les effets de ces deux variables ainsi que du sexe sur la contribution des sites de repos à la connectivité. Donc, pour reprendre l'hypothèse de départ, on disait que quand l'anthropisation augmente et donc les contraintes au déplacement augmentent dans le paysage, on s'attend à ce que le réseau devienne beaucoup plus structuré autour des sites de repos. Et donc, on s'attend à ce que le Human Footprint Index, lorsqu'il augmente, la contribution des sites de repos à la connectivité augmente également. On avait également des prédictions pour les autres variables, mais c'était surtout celle-là qui nous intéressait. Et donc, je l'ai représenté ici en abscisse, avec la contribution des sites de repos à la connectivité ici, et puis en séparant les deux sexes. Pour les individus qui avaient des domaines vitaux peu forestiers, globalement, on voit que la contribution des sites de repos à la connectivité était assez importante. Elle était supérieure à 1, ce qui veut dire que les sites de repos étaient plus importants pour structurer le réseau que les sites d'activité. Mais globalement, il n'y avait pas de différence ni entre les sexes, ni en fonction du Human Footprint Index. En revanche, pour les individus qui avaient qui avaient des domaines vitaux très forestiers, les choses étaient assez différentes. Alors déjà, on n'avait pas d'individus qui avaient à la fois un domaine vital forestier et fortement anthropisé. Donc ça, c'est assez normal parce que quand l'anthropisation augmente, le couvert forestier souvent diminue. Il y a une corrélation entre ces deux variables. Mais du coup, c'est la raison pour laquelle l'estimation ne se prolonge pas ici. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une différence entre les sexes qu'on a eu du mal à expliquer. Mais en revanche, de manière générale, les individus qui avaient un domaine vital plus forestier avaient une contribution des sites de repos à la connectivité qui était plus faible. Donc, quand on peut le prendre à l'envers, quand le couvert forestier diminue, les sites de repos deviennent de plus en plus importants dans la circulation des individus dans leur domaine vital. Chez les femelles, on observe que pour celles qui avaient un domaine vital forestier, il y avait peut-être probablement un effet du Human Footprint Index qui allait dans le sens que quand l'anthropisation augmente, la contribution des sites de repos à la connectivité augmente également. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une corrélation entre le Human Footprint Index et le couvert forestier. Et ça, donc, c'est quelque chose qui fait que c'est difficile de distinguer les effets de ces deux paramètres. Et dans ce modèle, notamment, ça a contribué à augmenter les intervalles de confiance. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que on observe plutôt un effet du couvert forestier, qui est que quand le couvert forestier est faible, les sites de repos sont moins importants dans la structuration des déplacements des individus dans leur domaine vital, alors que quand le couvert forestier est plus faible, les individus vont plus savoir dépendre de la localisation de leur site de repos pour circuler à travers leur domaine vital. Bien sûr, c'est difficile de distinguer cet effet-là de l'effet lié à l'anthropisation. Et l'anthropisation a l'air également de jouer un rôle dans la contribution des sites de repos à la connectivité, en particulier chez les femelles. Mais en revanche, c'est assez difficile de savoir si ça c'est lié plutôt à des paramètres liés aux modifications structurelles du paysage ou par exemple au risque de dérangement lié à la présence d'êtres humains dans les espaces naturels. Alors pour conclure, dans le premier axe de ma thèse, je me suis intéressé aux façons dont les animaux se reposent, à leur stratégie de repos, et j'ai essayé d'expliciter un cadre conceptuel qui permette d'étudier la façon dont les contraintes extérieures influencent ces stratégies de repos, en particulier celles liées à l'anthropisation.
et qui permettait également de comprendre quelles conséquences ces ajustements des stratégies de repos pouvaient avoir. Dans le deuxième axe, je me suis intéressé plus spécifiquement aux sangliers et j'ai participé à décrire les mécanismes par lesquels les activités humaines influencent les façons dont les sangliers se reposent. L'élément de ces ajustements comportementaux le plus frappant, c'est celui qui concerne l'heure d'initiation des phases de repos. Donc les sangliers, dans les milieux les plus anthropisés, deviennent strictement nocturnes. Ça, c'est quelque chose qui est mentionné dans la littérature en ce qui concerne le sanglier, mais aussi de nombreuses autres espèces, et qui, bien sûr, est motivé par le fait que les animaux vont chercher à diminuer le risque de dérangement au cours de leur phase d'activité. Mais il n'empêche que cet ajustement a un certain nombre de conséquences qui concernent également la phase de repos, et notamment, il augmente le risque d'être dérangé au cours du repos. Moi, au cours de ma thèse, je ne me suis pas intéressé formellement à ce paramètre de l'heure d'initiation de la phase de repos, mais en explorant les données présentes dans Eurobor, j'ai pu constater qu'il y avait une grande hétérogénéité dans les patrons temporels d'activité des sangliers, avec certains patrons qui étaient difficiles à expliquer et pour lesquels je ne pouvais pas trouver d'explication dans la littérature, notamment des modifications saisonnières des patrons temporels d'activité, comme ici en République tchèque, avec un individu qui est nocturne pendant la phase hivernale et puis diurne, non, l'inverse, pardon, il est nocturne, il est nocturne en hiver et il est diurne en été, pardon, et un individu qui a le même patron d'activité en Sardaigne. Donc on peut imaginer que ces variations saisonnières des patrons temporels d'activité soient liées à des variations saisonnières des conditions climatiques, par exemple, mais ça peut être aussi lié à des variations des contraintes anthropiques, comme ici, sur un site qui est très touristique et qui subit des fortes variations saisonnières du niveau d'anthropisation. Ensuite, dans le chapitre 2 de ma thèse, je me suis intéressé plus spécifiquement au contexte spatial du comportement de repos chez le sanglier. Et j'ai pu montrer qu'en réutilisant plus fréquemment les sites de repos qui se trouvent dans les milieux les plus risqués, les sangliers parviennent à contrebalancer l'effet de leur passage à un mode de vie nocturne en réduisant le risque de perturbation au cours du repos. Ce résultat-là, il est basé sur l'observation de la probabilité de relocalisation au cours de la phase diurne. Et pourtant, bien sûr, on peut imaginer qu'un individu qui se repose proche d'un village, par exemple, soit dérangé régulièrement, mais simplement choisisse de ne pas se relocaliser. À ce moment-là, il évite le coût lié à la relocalisation, ainsi que le risque. Mais par contre, ça peut affecter la façon dont il se repose, l'état comportemental exprimé au cours du repos. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas pu regarder avec les données auxquelles j'avais accès. Mais au cours de ma thèse, il y a eu un article qui a été publié qui traitait exactement de cette question chez le sanglier et qui a montré que, qui a montré en utilisant un suivi accélérométrique fin, que les sangliers soumis à des pressions anthropiques importantes avaient tendance à avoir un sommeil qui semblait plus fractionné et globalement des phases de sommeil plus courtes également. Alors bien sûr, c'est basé sur un suivi accélérométrique et on pourrait chercher à aller plus loin avec un suivi électroencéphalographique, mais en tout cas, ça pointe dans la direction que les sangliers peuvent être aussi affectés dans les états comportementaux exprimés lors du sommeil par le risque de perturbation. Dans le chapitre 3 de ma thèse, encore une fois, je me suis penché sur l'aspect spatial et j'ai pu montrer que le besoin de sélectionner des sites de repos adéquats pouvait contraindre l'utilisation de l'espace par le sanglier en augmentant l'importance de la position des sites de repos dans la façon dont les sangliers circulent dans leur environnement. On peut imaginer que par cet effet, les sangliers, dans les milieux les plus anthropisés, doivent allouer plus de temps au comportement de déplacement et donc doivent diminuer la quantité de sommeil total.
Ou à l'inverse, on pourrait imaginer que dans les milieux les plus anthropisés, les sangliers cherchent à tout prix à être actifs le moins longtemps possible pour réduire le risque de perturbation. Mais en tout cas, c'est une espèce qui se repose globalement plus longtemps que son besoin de sommeil, puisque le sanglier doit dormir entre 8 et 11 heures par jour, et nous, on observe des durées de repos beaucoup plus importantes, allant jusqu'à 14 heures, par exemple. Et donc, on pourrait se poser la question de la durée du repos chez le sanglier grâce aux données Eurobor. C'est quelque chose qu'on pourrait regarder si donc, il y a des impacts de l'anthropisation sur cette durée. Et par ailleurs, un autre aspect qui est complètement éludé dans ma thèse, mais qui pourrait être important, c'est l'aspect social, qui est très difficile à étudier, puisque on a besoin de colliers GPS déployés sur plusieurs individus, ou de pièges photographiques, mais c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place aussi. Mais en tout cas, avec les données Eurobor, on a accès à un certain nombre d'individus qui passent une proportion non négligeable de leur temps ensemble. Et on peut se demander si ce temps passé ensemble correspond plutôt à du temps au niveau des sites d'alimentation ou au niveau des sites de repos. Et on pourrait imaginer que dans les milieux anthropisés, la rareté des sites de repos pousse les animaux à utiliser à partager plus leurs sites de repos, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes, notamment par exemple dans la transmission de maladies. Alors, cet axe 2 de ma thèse, il a montré que les activités humaines avaient Il a montré que les activités humaines avaient le potentiel d'influencer l'ensemble des paramètres constitutifs des stratégies de repos. Et puis, ma thèse en particulier a pointé du doigt le fait que l'importance de l'aspect spatial du repos dans cette stratégie et le fait que la disponibilité en site de repos étant plus faible dans les milieux les plus anthropisés, cela peut avoir un certain nombre de conséquences importantes. Alors, le sanglier, c'est une espèce qui est très tolérante à l'anthropisation, mais on pourrait imaginer que chez d'autres espèces moins tolérantes, la disponibilité en site de repos puisse être un paramètre crucial dans la persistance de ces espèces dans les milieux les plus anthropisés. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé et je vais passer à la section des remerciements. Alors, tout d'abord, je remercie l'ensemble des photographes qui m'ont permis d'illustrer cette présentation, ainsi que mon manuscrit. Je remercie en particulier Daniel Maillard, qui m'a fourni toutes les photos de sangliers, ce qui m'a permis d'avoir un manuscrit plus joli à regarder que si je ne les avais pas eus. Je remercie aussi les organismes qui ont financé ma thèse, donc le projet Repos de Licite Muse, et puis la Fondation François Sommer, qui a participé au financement de certaines de mes campagnes de terrain. Ensuite, je remercie tous les collaborateurs avec qui j'ai travaillé sur le terrain, donc le syndicat mixte des Gorges du Gardon, avec notamment Guillaume et Jérémy qui ont passé quelques heures à relever mes pièges, et le Parc national des Écrins, et également les collaborateurs de Eurobor et Lulirm qui m'ont aidé au cours de cette thèse. Je remercie Simon. Merci Simon, c'était un plaisir de faire cette thèse avec toi. J'ai passé 3 ans vraiment super, et c'est grandement grâce à toi parce que tu m'as donné les bonnes conditions pour le faire. Quand ça se passait bien, c'était chouette. Quand ça se passait moins bien, heureusement que tu étais là. Et non, franchement, merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé sur les captures. C'était pas forcément toujours une mince affaire. Il y en a quelques-uns dans la salle, il y en a d'autres qui sont pas là, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont capturé les sangliers avec moi sur le terrain, et ça a toujours été des très bons moments. Donc, je les remercie de Red. Et en particulier, je remercie Sam, qui a été, ça a été toujours très plaisir sur le terrain avec toi, donc merci beaucoup. C'était pas toujours facile, il y a eu quelques évasions, ça n'a pas toujours très bien marché, mais bon, finalement, on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire, mais le matériel a été soumis à rude épreuve. Heureusement, il y avait David, qui était toujours là pour réparer les cages, etc. Donc, merci à lui. Merci au CEF. De manière générale, c'était vraiment un cadre de travail vraiment extra. Ça sera difficile d'en partir le jour où il faudra en partir. Merci pour toutes les personnes du CEF. Merci aux crunchers, aux basketteurs. Merci à tout le monde. Merci en particulier à l'équipe MAD. Voilà, merci. Même quand on était un peu sous l'eau, c'était pas grave. Donc, c'était chouette.
Je remercie mes copains sans qui ça aurait été très difficile de faire cette thèse. J'avais pas assez de photos pour illustrer tout le monde et de toute manière, la slide aurait été un peu chargée. Mais j'ai passé vraiment des super années et c'est grandement grâce à vous. Je remercie ma famille, là je vais faire des jaloux. Mais c'est celle qui est venue me voir, ma petite sœur qui est venue me voir au CEF pour faire un stage, donc je l'ai mis ici. Et puis surtout, merci Sophia, qui je sais pas où t'es. Merci beaucoup pour ton soutien pendant ces années, alors que souvent t'en avais plus besoin. Et voilà.